Salut Hélène. Salut Christophe. Est-ce que tout va bien pour toi? Mais ça va super, et toi, comment ça va? Top. Et tu vois, on est en train de prendre un petit café dans la cuisine tranquille. Et tout va bien. Comment est-ce que ça ne pourrait pas bien aller alors qu'aujourd'hui en plus il fait super bon? Ouais, le ciel est bleu. Voilà. Petit rayon de soleil. Exact. On a même dû se déplacer parce que le soleil nous gênait pour notre talk. Ouais. Et finalement on a trouvé un spot et on est en train de déranger tout le monde chez Underside parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont vouloir du café et qui ne vont pas oser venir dans la cuisine parce qu'on tourne. On bloque la machine. Voilà. Mais c'est comme ça les gars, tant pis. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est le design thinking. Donc peut-être qu'on peut refaire un tour de ce que c'est que le design thinking. Exact. Oui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le talk, mais c'est vrai que c'est une méthode qu'on aime vraiment beaucoup, à laquelle on croit énormément. Donc le design thinking, c'est vraiment une méthode d'innovation qui va nous permettre de générer des idées autour d'une thématique. Le but, c'est vraiment de définir un besoin et de s'assurer que toutes les idées qui vont être échangées vont permettre de répondre à ce besoin. Et de ne pas générer des idées qui vont être géniales, hyper créatives, hyper innovantes, mais finalement qui vont répondre à aucun besoin du marché ou aucun besoin que l'entreprise ressent. Tout à fait. Et puis ça permet plein de choses, comme le fait de faire du onboarding, dans le sens où on fait monter des gens dans le projet dès le départ en fait, parce que comme c'est une approche collaborative, du coup on peut avoir plein de personnes autour de la table. C'est ça. C'est vraiment une méthode, une approche qui est centrée sur l'humain. Ouais. L'humain va vraiment être au cœur des discussions. On commence par la phase empathique et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va vraiment devoir se mettre dans la peau des personnes, des utilisateurs, essayer de bien comprendre les mécanismes. Et vraiment penser d'un point de vue humain, et c'est en ça que c'est si important. Et effectivement, le point dont on voulait parler aujourd'hui, c'était particulièrement le point de la constitution du groupe de travail. Ouais. Et le fait que, puisqu'on est orienté humain, que c'est une approche hyper collaborative, ce point est crucial en fait. Il va vraiment falloir qu'on constitue notre groupe de travail avec des personnes qui vont être impliquées dans le projet, des personnes qui ont un rapport ou pas, parce qu'on va en discuter, on peut très bien prendre des personnes qui sont externes, extérieures, mais qui vont venir apporter des inputs qui vont permettre de faire avancer les choses et les réflexions. Lors de ces séances de brainstorming, d'échange, de création d'idées, de divergences, finalement, c'est vraiment des moments où on va avoir, comme tu le disais, des personnes avec des profils complètement différents et qui vont pouvoir finalement donner des visions différentes en fait, sur le projet et créer de la richesse. C'est ça, oui. Et donc avoir des personnes finalement qui ont des âges différents, qui ont une fonction différente dans la société, qui vont peut-être avoir une approche différente de la technologie ou une approche différente du projet. Des personnes qui vont, des hommes et des femmes, des personnes peut-être issues de milieux différents, et toutes ces personnes en fait vont vraiment créer une richesse dans les échanges. Tu sais, ça me fait penser à une anecdote par rapport à Apple. Et à l'époque où Steve Jobs était CEO de Apple, le jour où il a décidé, où les équipes ont décidé de partir vers la création d'un smartphone, à l'époque où ça ne s'appelait pas encore smartphone, la plupart des gens se seraient dit, la plupart des têtes pensantes en fait, d'entreprises se seraient dit on va faire venir des spécialistes de la communauté de la téléphonie, des gens qui connaissent bien ce que c'est qu'un téléphone, etc., pour les faire venir chez Apple et puis faire en sorte que ce soit sur des rails. Lui a fait tout le contraire. Il a pris absolument personne, ou presque, du monde de la téléphonie et il a mis ses équipes autour de la table en disant voilà, on va faire un téléphone. Et il y en a même qui ont réagi en fait visiblement et qui lui ont dit Steve, on n'a absolument aucune idée de même par où commencer quoi. Et ils lui ont dit c'est pas grave en fait, c'est ce qu'il a dit à ses équipes, ça a aucune importance, on va le faire quand même en fait. Et pourquoi ça? Parce que du coup ça donne une vision complètement différente sur la problématique et ça a fonctionné dans le cas de l'iPhone. Peut-être que là où d'autres équipes se seraient dit on va faire un super clavier enrichi par rapport à ce qui existe déjà, là ils sont partis d'une feuille blanche en fait. Et c'est finalement ce qu'on veut tous pour nos projets, qu'on crée la rupture à un moment donné. Il faut prendre des décisions fortes, absolument contrastées par rapport à ce qui existe, pour essayer de nouvelles choses. C'est ça. Et puis oui, effectivement, ce qu'on demande aux participants, c'est de n'avoir vraiment aucune préparation en amont du workshop ou de la session de design thinking.
Donc vraiment, il ne faut aucune préparation pour que les personnes viennent avec aucune idée en fait, et aucune idée préconçue et sans s'être dit ok, on va parler de ça, je sais que je vais pouvoir amener telle ou telle idée. Le but, c'est vraiment de venir complètement neutre et justement des personnes qui ne connaissent pas la technologie, le projet, peu importe, c'est des personnes qui vont aussi s'enlever, qui ne vont pas avoir en fait de contraintes et de barrières mentales que des personnes qui connaissent le projet pourraient avoir. Bien sûr. Et donc au stade du design thinking, le but c'est vraiment de ne pas penser technique du tout et de ne pas penser à toutes les contraintes qu'il pourrait avoir dans la mise en place de la solution. Tout à fait. On est vraiment à une phase où on génère plein d'idées et après on fera le tri, donc c'est une phase de divergence. Exact. Surtout ne pas être orienté solution dès le départ. Et ça, c'est vrai que tu le mets en évidence et c'est quelque chose de, je pense, de vraiment important. C'est que des gens techniques, à la base, sont formés à trouver des solutions à un problème. Et le plus réaliste, enfin de la façon la plus réaliste possible. Et du coup, cette volonté absolue en fait de vouloir régler un problème de façon normalisée, c'est pas forcément ce qu'il faut toujours. Il faut aussi demander aux personnes techniques qui sont nécessaires autour de la table de faire un reset au niveau du cerveau et de leur dire non mais venez ici avec vos idées, pas avec la technicité, et surtout ne pas commencer à se dire pour s'asseoir on a absolument besoin de 4 pieds et d'une surface pour pouvoir s'asseoir. C'est ça, exact. Et donc oui, finalement, le fait d'avoir toutes ces personnes différentes dans un projet, dans une entreprise, si on peut faire venir des personnes du marketing, des personnes techniques, des personnes de la logistique, des personnes des commerciaux peut-être, des personnes du management, de la direction. Et c'est vraiment ce groupe mixte et varié qui va permettre les idées. Et puis c'est super cool aussi d'impliquer les personnes. C'est hyper valorisant pour des personnes qui se disent cool, il y a un projet en fait qui est mené ou qui est initié par le management, mais j'en fais partie et ils écoutent les idées que je peux amener, quoi. Bien sûr. C'est drôlement important, c'est valorisant pour la personne, mais c'est aussi valorisant et important pour le management parce que c'est bien terminé en fait, cette structuration des entreprises en forme pyramidale, exclusivement avec quelqu'un qui impose des idées à d'autres personnes, qui en imposent elles-mêmes en fait à leur tour, etc. en cascade, et finalement en fait se retrouver en bas de l'échelle comme vu par les anciennes sociétés, avec des exécutants en pur et dur en fait. Non, on a besoin de tout le monde, en fait, on a besoin de valoriser les idées de tout le monde, et c'est comme ça qu'on enrichit une entreprise, c'est comme ça qu'on enrichit dans le cadre du design thinking un projet, et finalement en fait qu'on devient hyper performant et hyper disruptif sur son propre marché, quoi. C'est sûr. Après, ce qu'on conseille aussi dans les sessions de design thinking, c'est éventuellement de faire venir un client ou un utilisateur final. Et donc là, ça va encore ajouter un spectre et une vision supplémentaire parce que c'est réellement les personnes. Donc, c'est une chose de se dire, ok, si j'étais l'utilisateur, comment est-ce que je fonctionnerais, de quoi est-ce que j'aurais besoin. Mais le fait d'aller questionner le vrai utilisateur final, c'est encore plus pertinent. Et puis c'est cool aussi pour le client de se dire cool, je suis intégré en fait dans une discussion pour un nouveau projet, pour une nouvelle solution, un nouveau produit. Tout à fait. Et vraiment la plus-value pour les échanges, elle est énorme. Oui, c'est sûr, ça vient vraiment en complémentarité avec toute l'équipe qui va développer finalement le projet, de se retrouver directement avec des acteurs qui vont l'utiliser. C'est très chouette. Et puis aussi, ça évite de poser des questions un peu stupides, comme on le fait parfois dans les études de marché, en disant tiens Hélène, si tu dois me dire en fait quel est ton téléphone parfait, est-ce que tu peux m'en raconter un petit peu plus, me donner les options, etc. Et puis finalement se retrouver avec une description tout à fait théorique de la chose. Or le design thinking, c'est pas ça va être un ensemble de personnes qui vont finalement se challenger, qui vont finalement créer de l'idée ensemble, qui vont devoir prototyper à un moment donné, et donc se rendre compte aussi des limites ou des possibilités. Et donc là, c'est beaucoup plus pertinent en fait
Encore une fois, ça c'était aussi un adage de Steve Jobs en fait, qui disait ne demandez pas à une personne en fait ce qu'elle veut, elle n'en sait absolument rien. Et c'est la réalité en fait. Il faut prendre l'objet. Ici, dans le cas du prototyping et du design thinking en règle générale, ça va vraiment être le projet avec la possibilité de manipuler des Lego, de manipuler des post-it, etc. Donner dans la main en fait de l'utilisateur possible et des gens du projet la possibilité effectivement de pouvoir assembler les choses, assembler les pièces du puzzle et finalement de comprendre comment ils vont fonctionner autour de ce projet, quoi. Et puis de récolter du feedback de la part de ces utilisateurs et de se dire ok, on a notre première version de notre prototype, on le met entre les mains des utilisateurs, on récolte des inputs, du feedback, ok, là il y a un problème, il faut qu'on pense différemment. On peut repasser à une phase d'idéation. Oui. De nouveau, on fait tester et on améliore sans cesse. Enfin, c'est vraiment des itérations et une amélioration continue finalement de la solution, du projet, du produit. Yes. Aussi, le fait de faire monter à bord de potentiels clients, quelque part, on fait en sorte qu'ils soient absolument solidaires du projet et donc qu'ils soient fédérateurs en fait du projet. Et ça, c'est aussi un aspect, en dehors du fait de créer l'idée, c'est un aspect hyper important qui est le fait de créer une communauté autour du projet. Et si jour 1, grâce au design thinking, on peut commencer à avoir ces premiers éléments, en fait, premières personnes fédératrices du projet, qui vont en parler à leurs proches, qui elles-mêmes vont en parler à d'autres personnes, etc., etc. Finalement, on crée la communauté des early adopters, une communauté forte, puissante, qui va devenir presque religieuse autour du projet dans le sens positif du terme, où il y a un idéal à défendre et que ces personnes vont défendre cet idéal et vont y croire par authenticité et vont quelque part porter plus loin le message encore que seules les équipes et l'entrepreneur ne pourra faire, en fait, tout simplement. C'est vraiment des ambassadeurs du projet. Exact. Donc pour conclure un petit peu autour du fait de faire venir plusieurs personnes autour de la table, tu dirais quoi en fait? En quelques mots, c'est quoi la richesse de tout ça? Donc les mots-clés, je dirais, c'est vraiment une variété pour créer une richesse dans les idées, avoir des points de vue différents, c'est vraiment ça la clé. Limiter aussi le nombre de personnes, on essaie de limiter à 10-12 personnes pour ne pas se retrouver non plus avec une assemblée de 30 personnes et que finalement toutes les personnes ne puissent pas être entendues. Et faire venir un client ou un utilisateur final. Pour moi, c'est vraiment 3 points clés pour avoir un bon groupe de travail et bien commencer le projet. Je suis absolument d'accord avec toi, j'ai juste rien à rajouter, sinon checker. Merci à tous, on voudrait vraiment savoir ce que vous en pensez, on aimerait échanger avec vous autour du design thinking et puis de cette approche qui est pluridisciplinaire, qui est persona, je ne sais pas. En tout cas, d'avoir plusieurs personnes autour de la table en fait, qui ont des points de vue différents pour créer de la richesse au niveau d'un projet. Ciao.